Enchanté, je suis ravi de vous accueillir cet après-midi en cette journée d'automne. L'an dernier, on avait à peu près les mêmes conditions climatiques. Il y avait également du monde pour cette journée de sensibilisation et de conseils à destination des jeunes entrepreneurs en devenir, peut-être start-upers également. Alors, je suis ravi de vous accueillir. Je suis Benoît Aymon. Je travaille au pôle emploi et entreprises de la région Île-de-France, en particulier sur les sujets de numérique et de cybersécurité. Et autour de l'entrepreneuriat aussi. Voilà. J'accueille aujourd'hui Eric Glass, qui est un partenaire de la région, qui travaille pour Seine-Yvelines Numérique, qui aura l'occasion d'ailleurs d'expliquer un petit peu ce qu'est Seine-Yvelines Numérique, qui est donc un voisin, et qui est en charge de la cybersécurité, qui est le directeur cybersécurité de Seine-Yvelines Numérique. Alors pour planter le décor, parce que là on parle de cybersécurité, en tous les cas on va essayer d'en parler, on va faire un travail de vulgarisation auprès de vous, même si vous avez déjà un vernis, un peu de connaissances, vous êtes peut-être déjà un petit peu intéressé au sujet. Rappelez que du point de vue du contexte, la menace et la cybersécurité, c'est une problématique et un enjeu de plus en plus important. C'est un enjeu pour la région, évidemment. Il faut savoir que si on resitue un petit peu le contexte, la pandémie, récemment, en 2020, a conduit à une accélération de la transformation, évidemment, de tous les acteurs, des entreprises, de toute taille, j'ai envie de dire, dont certaines n'étaient pas encore numérisées. Donc, quelque part, ça les a fragilisées de fait pour celles qui n'étaient pas protégées. Donc, c'est un point important. La surface d'attaque a donc étendu d'une certaine manière, et le risque s'est accru pour ces acteurs qui n'avaient pas forcément pris les dispositions pour pouvoir se protéger, et ce, quelle que soit la taille. Par ailleurs, la cybermenace, elle est globale en fait. Tout le monde est potentiellement attaquable. Les groupes de cybercriminels sont partout, ils ne connaissent pas les frontières, ils se dotent d'outils et de techniques qui leur permettent justement d'une certaine manière d'industrialiser la menace, on peut le dire comme ça. Cette menace est plus sophistiquée aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a quelques années. Elle s'est donc intensifiée. On parle beaucoup de ransomware, qui est effectivement la menace numéro 1. Eric, tu auras peut-être l'occasion d'en reparler. Je pense que vous savez ce que c'est qu'un ransomware ou un rançon logiciel en bon français. C'est effectivement devenu la première menace à la fois pour les entreprises et les collectivités, et peut-être aussi les particuliers. Quelques chiffres. On a des demandes, alors des chiffres récents, des demandes de rançon qui sont multipliées par 4 entre 2019 et 2020, selon l'ANSSI, qui est l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. 50% des ETI françaises ont été attaquées entre 2020 et 2021. Alors une ETI, c'est une entreprise qui fait entre 250 et 1500 employés à peu près, et jusqu'à 1,5 milliard de chiffre d'affaires. Donc ce sont a priori quand même des structures déjà normalement armées. Voilà, donc on parle, et sans faire peur, c'est le mois de la cyber, le mois européen, on parle aujourd'hui de risques systémiques qui concernent tout le monde. Et il ne s'agit pas de savoir quand on va être attaqué, quel qu'on soit d'ailleurs, mais comment on va s'y prendre pour pouvoir justement se défendre et se protéger et s'armer d'une certaine façon. Et sans faire de jeu de mots, il faut savoir que les tensions géopolitiques qui sévissent dans le monde, alors il y a eu la pandémie, mais il y a évidemment la guerre en Ukraine, ont d'une certaine manière accru la menace et les tensions entre les nations. Voilà, et les dirigeants, les entrepreneurs, les dirigeants de PME et d'ETI qui ont été sondés encore récemment ont fait part de leur crainte à l'égard justement de cette menace et des cyberattaques de manière générale. Voilà,
comment dire, une cyberattaque, c'est pas neutre. Tu auras l'occasion d'en reparler, Eric. Mais pour les entreprises, puisqu'on parle d'entrepreneurs ou d'entreprises de manière générale, ça peut amener à une interruption, alors au mieux momentanée d'activité, et au pire un arrêt définitif de l'activité de l'entreprise. Donc il faut quand même avoir en tête un peu comment dire, la dimension que peut prendre une attaque cyber, et donc s'y préparer d'une certaine façon. D'autant plus que le temps de la reconstruction, de la remédiation peut être long. Alors selon évidemment la structure, l'entreprise, enfin voilà, ça peut être très long, ça peut prendre plusieurs mois, voire jusqu'à une année. Voilà, donc ce coût est élevé. Pour reconstruire ces systèmes, redéfinir une architecture, enfin tout rebâtir son système d'information, ça peut être très cher. Et il vaut mieux s'être préalablement préparé, s'être outillé justement pour pouvoir se prémunir et éviter évidemment des dépenses. Je prends l'exemple, alors ce n'est pas une entreprise, hein, mais l'hôpital de Corbeil-Essonnes, on parle de 7 millions d'euros là aujourd'hui pour la gestion de crise et pour la reconstruction. Vous vous rendez compte? Sachant que par ailleurs, alors ils n'ont pas payé la rançon, mais ils ont déjà évidemment des données sensibles qui se sont volatilisées, qui circulent sur le dark. Donc là, Benoît, il est en train de faire toute la présentation en 5 minutes, alors qu'on a 3 quarts d'heure. Non, mais c'est bien d'insister, tu vois. Donc vous savez tout maintenant. Voilà. Juste pour terminer, donc la région évidemment considère le cyber, et c'est un peu là. On organise évidemment une séance. C'est un enjeu pour la région, du point de vue évidemment de ces acteurs, des entreprises dont on s'occupe au sein du pôle en particulier. Il faut savoir aussi qu'on concentre, on représente quand même l'équivalent du tiers du PIB. Donc vous vous rendez compte effectivement de la concentration de cette richesse qui, par ailleurs, de ces entreprises, hein, plus d'1 million de micro-entreprises sur le territoire, 36 000 PME, c'est énorme. Quand on sait que voilà, un tiers ou la moitié peuvent être éventuellement attaquables ou attaqués. Donc c'est un enjeu. Alors, il y a aussi une concentration d'effectifs qui travaillent dans la cybersécurité. On représente en Île-de-France, sur le territoire, un peu plus de 56% des effectifs globaux qui travaillent dans la cybersécurité. Donc vous vous rendez compte, il y a effectivement une concentration d'acteurs de la cyber qu'on se doit aussi d'emmener d'une certaine manière et de soutenir au travers de la filière cyber dont on parle. Voilà, on entreprend un certain nombre d'actions et de dispositifs dans lesquels on est engagé au sein de la région Île-de-France. On est partenaire, ou plutôt le campus cyber est un partenaire, on a investi. Le campus cyber, c'est quelque part un lieu de concentration d'acteurs de l'écosystème de cybersécurité qui s'est ouvert au mois de février dernier. Je vous invite à regarder un petit peu leur actualité. Voilà, il y a plein d'événements, un en particulier fin novembre qui réunira tout l'écosystème et qui invitera à la fois le grand public et des PME à un certain nombre de tables rondes et de prises de parole et aussi de stands. On est sur un gros projet également qui nous amène à mi-2023. On a signé une convention avec l'ANSSI, dont je parlais, qui engage la région et qui va l'amener en fait à développer un centre d'assistance cyber. Toi, tu vas parler des différents stades, Eric. Amont, aval, j'ai envie de dire, de l'attaque. Là, on se situe au moment de l'attaque, c'est-à-dire l'entreprise qui est attaquée ou même la collectivité va pouvoir solliciter un service, composer un numéro de téléphone et être mis en relation avec un opérateur qui va donc qualifier quelque part l'incident avant de renvoyer vers un prestataire ou d'autres, ou plusieurs, selon évidemment la nature de l'incident pour pouvoir justement remédier. Voilà, donc on travaille sur ce projet qui est énorme, hein, qui nous amènera à ouvrir ce centre à la mi-2023. Les autres régions de France font également la même chose. Je participe à un collectif qui nous fait travailler évidemment avec l'ANSSI dans cette préparation. Voilà à peu près, j'ai terminé, je suis toujours long. Je n'ai pas tout dit, mais je vais t'en laisser un petit peu quand même, Eric. Voilà, bienvenue à nouveau. Merci Benoît pour cette introduction. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement très heureux d'être... On posera les questions après l'intervention d'Eric si oui, vous dans 20 minutes si vous voulez bien, donc vous pouvez les préparer. Donc bonjour à toutes et à tous. Très heureux d'être là parmi vous cet après-midi. Mon challenge, c'est toujours compliqué de commencer une intervention début d'après-midi. Donc mon challenge, c'est de retarder le phénomène de la sieste. Hein.
Donc je pense que, je ne sais pas si vous avez bien mangé ce midi, mais en tout cas, notre challenge avec Benoît, c'est de retarder un petit peu ce phénomène et que vous puissiez, que ce soit interactif d'ici 20 minutes, donc préparez vos questions. Donc je vais me présenter. Donc je suis Eric Claes, donc comme le disait Benoît, je suis en charge de la cybersécurité au sein de Seine et Ville Numérique. Donc Seine et Ville Numérique, c'est une organisation qui a été créée en 2016, principalement destinée à faire grandir la maturité cybersécurité des deux départements d'Île-de-France qui sont les Yvelines et les 78. Comme vous le voyez derrière moi, je suis quelqu'un qui suis né au XXe siècle, avec la notion de sécurité informatique. Donc j'ai œuvré pendant 15 ans dans des organisations comme TF1 et SFR en tant que responsable de la sécurité informatique et responsable de la sécurité des systèmes d'information. Et pendant 15 ans, j'ai fait aussi du conseil, donc j'ai accompagné des petits, moyens, grands clients du domaine privé, du domaine public à faire grandir leur maturité sécurité dans leur organisation. Donc en termes de planning, là, pour cet après-midi, rapidement, on va essayer de repositionner effectivement le contexte, même si Benoît en a déjà dévoilé un petit peu, les menaces, l'impact, votre vie pratique en tant que chef d'entreprise, et puis terminer par des questions-réponses. Le contexte... Vas-y. Donc le contexte, un petit peu comme M. Jourdain faisait de la poésie sans le savoir, je pense que vous tous et toutes, vous faites de la sécurité sans le savoir. Ce matin, quand vous êtes parti de chez vous, vous avez fermé votre porte de maison à clé, donc vous avez commencé à faire de la sécurité. Quand vous prenez les transports, quand vous prenez votre véhicule, quand vous traversez la route, etc., etc. Donc dans la vie quotidienne, vous faites de la sécurité sans le savoir. D'accord ? Donc ça, c'est un petit peu pour réveiller cette prise de conscience. Ce qu'on va partager cet après-midi ensemble, il va y avoir des choses qui sont très pragmatiques, que vous faites sans le savoir. Et la sécurité, on dit souvent que c'est vraiment du bon sens. C'est du bon sens paysan, d'accord ? Un agriculteur, quand il se lève le matin, il regarde la météo. Nous, quand on traverse la route, on le fait avec du bon sens ou on le fait parce qu'on a appris des choses lorsqu'on était plus jeune. Donc on nous a appris à traverser la route. Aujourd'hui, il faut apprendre à traverser l'espace numérique en toute sécurité. Hier, on parlait de la sécurité. Aujourd'hui, on parle de cybersécurité. Indépendamment du mot, d'accord ? Hier, on parlait d'informatique. On parlait de technologie. Aujourd'hui, on parle de l'information, on parle de la sécurité des systèmes d'information, on parle de cybersécurité. Indépendamment du mot, ce qui est important à retenir, c'est qu'aujourd'hui, vous allez développer une activité entrepreneuriale et cette activité, vous allez le faire dans l'espace numérique, dans le cyberespace. D'accord ? Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle de cybersécurité parce qu'on va parler de plus en plus d'organisation et on va parler de plus en plus de risques numériques. Vous traversez la route, vous connaissez le risque que vous prenez, vous traversez le cyberespace, il faut identifier le risque que vous allez prendre pour votre organisation et surtout pour les clients de votre organisation. En sécurité, on parle beaucoup de disponibilité, on parle beaucoup d'intégrité, de confidentialité. D'accord ? Disponibilité, c'est disponibilité d'un service. D'accord ? Un service public, voilà, il est disponible, il n'est pas disponible. Intégrité, l'exemple. Demain, votre banque vous fait un virement de 5 000 €. D'accord ? Vous aimez bien que lorsque ça arrive sur votre compte en banque, ça ne se transforme pas en 5 €. D'accord ? Donc c'est ça l'intégrité de la donnée. La confidentialité, c'est faire en sorte que vos données, elles soient accessibles, qu'il y a des personnes que vous autorisez d'avoir accès à ces données. D'accord ? Donc c'est les trois notions. Quand il y a une de ces trois notions qui sont un petit peu abîmées, on va dire, c'est là où on parle d'un incident de sécurité. Le contexte cyber à haut risque, d'accord ? Donc ça, je pense que vous... Quand on parle de contexte cyber à haut risque, aujourd'hui, je pense que vous avez compris qu'à un moment donné, aujourd'hui, quand vous allumez la télé, quand vous écoutez la radio, on voit qu'il y a de plus en plus d'organisations qui se font attaquer. D'accord ? On prendra tout à l'heure un petit peu des exemples. Pourquoi ce phénomène aujourd'hui, il existe ? D'accord ? Il existe depuis 10 ans, mais il s'accélère depuis 3 ans, depuis 5 ans. Pourquoi ? Parce que les organisations font de plus en plus ce qu'on appelle une transformation numérique. C'est-à-dire, c'est ce que je disais tout à l'heure, le business, vous le faites parce que vous allez avoir un site web, parce que vous allez avoir un site marchand, parce que vous allez être dans l'espace numérique. D'accord ?
La deuxième chose aussi, c'est que l'expertise pour attaquer une organisation, elle est publique. Elle s'achète facilement dans l'espace numérique. Alors l'espace numérique, c'est pas... vous n'allez pas chez Auchan acheter votre machine à laver, d'accord? C'est pas si simple que ça, mais dès que vous êtes un petit peu malin, vous achetez facilement des outils qui vous permettent de faire de l'attaque, d'accord? Donc vous avez les modes d'emploi et vous avez les outils à disposition, d'accord? Donc ça, c'est très simple. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, la donnée, elle commence à valoir très cher. Une donnée de santé, vos données de santé, une information de vos données de santé, ça se vend sur l'espace numérique caché, on va dire, pour faire simple, le dark web, ça se vend à peu près 400 $, une information. Votre donnée personnelle, c'est à peu près 20 $ par information, d'accord? Demain, si vous voulez devenir riche, si vous voulez faire de l'argent, d'accord? Je suis enregistré, donc je ne peux pas dire n'importe quoi, mais vous m'avez compris, d'accord? En plus, aujourd'hui, c'est plus facile d'aller voler une organisation, c'est-à-dire d'aller exfiltrer de la donnée sensible ou de la donnée à caractère personnel, que d'aller voler une banque. D'accord? Parce qu'il y a aussi cette notion d'impunité. D'accord? Ça, vous êtes sûr de jamais vous faire attraper aujourd'hui. En tout cas, c'est très compliqué en ce moment, aujourd'hui à date, même si ça progresse. La législation aujourd'hui est encore un petit peu en retard. Les cyberattaquants, comme je les appelle, ce sont des vrais start-upers. Ils vont plus vite que les organisations pour se protéger. D'accord? Les types de cyberattaquants dans l'espace numérique, c'est quoi? C'est, si je commence par la droite, les États. D'accord? Aujourd'hui, la géopolitique, l'Ukraine, les Russes. Il y a la concurrence. D'accord? Si aujourd'hui vous créez un marché, d'accord, peut-être que votre concurrent va essayer de vous voler, exfiltrer des brevets ou des choses intéressantes dans votre organisation. On a les activismes, un petit peu comme la même chose, la géopolitique dans la vie de tous les jours. Et puis après, les scriptidises. Les scriptidises, c'est des jeunes, comme vous et moi, qui s'amusent lors d'une soirée, samedi soir, ce soir par exemple, on va s'amuser pour se dire, tiens, j'ai envie d'attaquer tel site. D'accord? J'ai envie d'attaquer telle organisation. Donc c'est de l'amusement. Donc vous apercevez sur mon petit graphique derrière moi, c'est qu'il y en a beaucoup des scriptidises. D'accord? Ils n'ont pas beaucoup de moyens. Par contre, les États, ils ont des gros moyens, mais ils ne sont pas nombreux. D'accord? Et aujourd'hui, dans l'espace numérique, on voit effectivement, et on en reparlera un petit peu tout à l'heure, qu'effectivement, entre les Russes et les Ukrainiens, ça s'agite dans l'espace numérique. D'accord? Les menaces. Les menaces, on parle de l'espace numérique. Mais il ne faut pas oublier aussi les fondamentaux. Encore? Voilà. Les fondamentaux, c'est quoi les fondamentaux? Bah, c'est les catastrophes naturelles. D'accord? Les crues et les tempêtes. Pourquoi je dis ça? Parce que peut-être que demain, vous allez créer une structure. On ne va peut-être pas parler automatiquement de télétravail, mais vous allez créer une structure dans un lieu physique. D'accord? Si c'est à côté de la Seine, si c'est à côté du Rhône, etc., il y a peut-être cette activité-là. D'accord? D'inondation, qui fait quoi l'inondation? Tout simplement. La crue de la Seine de 1910, c'est effectivement, ça déborde. Bon, c'est pas bien pour Paris, parce que ça va peut-être salir les rues. Mais tout ce qui est énergie, électricité, réseau télécom, réseau de transport, c'est à plat. Alors même si effectivement aujourd'hui la mairie de Paris prévient ce risque de débordement de la Seine, le cru de 1910, ça veut dire que depuis 10 ans, d'accord, nous sommes en alerte par rapport à ça, parce qu'on sait que ça va revenir. On sait que ça va revenir peut-être l'année prochaine, dans 10 ans, dans 20 ans. D'accord? Donc si vous installez une organisation à côté de ça, il faut être vigilant par rapport à ça. On a aussi dans la région Île-de-France et en France les risques industriels. D'accord? Pour information, en France, on a à peu près 600 sites classés Céveso. D'accord? Donc des sites industriels qui sont à un niveau de criticité assez élevé. Quand je dis ça, ce n'est pas pour se faire mal à la tête. C'est juste pour se dire que dans notre culture du risque, d'accord, comme je disais tout à l'heure, on apprend à traverser une route, on apprend à traverser le cyberespace, et il faut apprendre aussi à vivre avec ce risque industriel, ce risque de crue, ce risque tous ces risques-là. On a aussi les facteurs humains. D'accord? Aujourd'hui, on parle de la retraite. Alors vous, peut-être pour vous, la retraite, c'est un petit peu loin. Mais aujourd'hui, effectivement, on voit qu'au niveau du gouvernement, ça bouge un petit peu et qu'il pourrait effectivement y avoir peut-être des manifestations par rapport effectivement à la retraite à 65, à 67. Alors quand je prends mon côté clin d'œil,
Hein, ceux qui sont nés en 65 partiront peut-être à la retraite à 65 ans, et ceux qui sont nés en 2000, ils partiront peut-être à la retraite à 100 ans. Hein, c'est-à-dire que c'est un petit peu ça le côté clin d'œil. Donc les grèves, les actes de malveillance, hein, au mois d'avril de cette année, il y a eu des sabotages au niveau des coupures physiques du réseau Internet, d'accord, en France. D'accord. Aujourd'hui, effectivement, on parle de la connexion entre la Russie et l'Europe, des réseaux hein, qui passent à côté du réseau de gaz. D'accord. Donc on a un risque aussi d'avoir effectivement cette coupure avec du sabotage. D'accord. Donc il faut le prendre dans sa réflexion, on va dire. Le Covid, on en a parlé. Hein, donc l'impact du Covid, c'est quoi l'impact du Covid? Ben, c'est que derrière, vous avez sur le réseau public, vous avez sur Internet, vous recevez des messages malveillants qui vont vous vendre des masques, qui vont vous vendre éventuellement des vaccins. Donc vous pensez que c'est pas cher, mais peut-être que derrière ce site, c'est peut-être pas un site de confiance. La géopolitique, on en a parlé un petit peu. Là, je voulais juste m'arrêter 2 minutes sur un exemple concret. Hein, donc vous avez tous entendu parler effectivement de la flambée de prix de l'énergie. Ben, aujourd'hui, typiquement, il y a beaucoup de particuliers qui se rapprochent pour acheter des boîtes de chauffage, d'accord. Et il y a beaucoup effectivement d'artisans aujourd'hui qui mettent sur le réseau public, qui ont un site marchand pour vendre du boîte de chauffage. Donc vous pensez acheter sur le site A, et finalement le site A il a été usurpé, d'accord. Donc vous faites un bon de commande pour commander un stère de bois, et vous n'êtes jamais livré. Et l'artisan, il n'est jamais payé. D'accord. Ça, c'est la vraie vie, ça. Ça, c'est la vraie vie. Donc, lorsqu'on achète quelque chose sur Internet, d'accord, et si demain, vous êtes une organisation qui vendait des services sur Internet, soyez vigilants, effectivement, pour votre confiance vis-à-vis de vos clients ou vis-à-vis de vos partenaires. Donc, les facteurs humains, Benoît en a parlé, les rançongiciels, ça, je pense que c'est effectivement des mots que vous connaissez tous les jours. Hein. Donc, c'est un système qui permet de chiffrer, donc de bloquer votre système d'information, d'accord. Donc c'est un malware, d'accord. Ce qui est intéressant à savoir, c'est qu'il y a derrière ça, si tu peux cliquer, voilà, derrière ça, il y a les scriptidis, d'accord. Mais il y a surtout des grosses organisations étatiques derrière ça, d'accord. Et là, je vous ai donné effectivement des exemples. Pour devenir riche, hein, donc je ne connais pas les chiffres par cœur, mais en 10 ans, ces gens-là, ils ont gagné 5 milliards de dollars. Là, depuis 2021, c'est 1 milliard sur un trimestre. Donc par an, hein, depuis 2022, si on se projette, là, ça fait 8 milliards qu'ils gagnent. 8 milliards de dollars. À faire quoi? Donc c'est des grosses organisations, hein, c'est des TPE, PME qui créent effectivement des outils, qui créent effectivement des ransomware, d'accord. Et c'est tellement bien organisé, c'est qu'il y en a qui créent ces outils, qui créent ces ransomware, et il y en a d'autres qui les déploient. D'accord. Et comme ils sont dans une boucle virtueuse, plus ils gagnent de l'argent, bah, plus ils se développent. D'accord. C'est le principe d'une entreprise. Hein. Plus elle gagne de l'argent, plus elle va se développer. Ces organisations-là, elles sont dans le même trip que vous. Sauf qu'elles ne sont pas là pour faire du bien, elles sont plutôt là pour faire du mal. D'accord. Mais ça, c'est la vraie vie aussi, ça. D'accord. Donc il y a des vraies organisations, des vrais TPE, PME derrière ça. Donc là, si on s'arrête hein, sur ce qui s'est passé au mois d'avril au département de l'Ardèche, d'accord. Donc là, quand on regarde ça, un département, c'est une grosse organisation, d'accord. Un département, la chance qu'elle a, c'est qu'elle gère toutes les données à caractère personnel d'un département, par définition, d'accord. Donc derrière ça, il y a des choses qui intéressent les cyberattaquants, d'accord. Donc là, ce que je vous ai mis à droite, c'est ce qu'on retrouve sur le dark web. D'accord. C'est l'arborescence des fichiers, avec évidemment tous les fichiers, d'accord, que peut gérer un département. D'accord. Donc ça, quand on voit ça, c'était cette année. Hein. C'est pas, là, ce que je vous explique, c'est pas de la science-fiction. Hein. D'accord. Donc les données du cabinet du président, des services financiers, etc. etc. D'accord. Donc là, c'était 20 Tera de données qui représentent à peu près 40 000 fichiers. D'accord. Disponibles open bar sur le réseau public. Le phishing, ok, donc ça vous... Ouais, on va passer. Ce qui est important, parce que là il nous reste 6 minutes, ce qui est important... Vas-y, passe un coup là. Ouais, encore un coup. Voilà. Ouais.
Donc les impacts. Vas-y, clique encore plus. Ce qui est important, c'est quand vous vous faites attaquer, c'est quoi les impacts derrière qu'il peut y avoir. Le premier impact, encore une fois, sans vouloir se faire mal à la tête, c'est des pertes financières. D'accord ? Benoît en a parlé tout à l'heure. Effectivement, c'est vous perdez du temps, d'accord, à reconstruire un système d'information, d'accord. Vous investissez et puis vous avez vos pertes d'exploitation, d'accord. Vous avez aussi, vous perdez en notion de fonctionnement de service, vous perdez des clients, vous pouvez perdre sur des aspects juridiques, au niveau des impacts juridiques. Vous avez votre impact au niveau de l'image, d'accord, qui peut aller du petit impact au grand impact. L'aspect image, vous pouvez faire le 20h de TF1, par exemple. D'accord ? Sur l'impact client, vous pouvez mettre en cause la vie ou la mort d'individus. D'accord ? Donc l'impact suite à une cyberattaque, et le plaisir qu'on a à chaque fois, c'est ce que je dis, c'est que, si tu cliques un coup, hein, la cyberattaque, c'est ces quatre impacts-là. D'accord ? Donc c'est votre entreprise ne fonctionne plus, hein, donc l'hôpital de Corbeil-Essonnes, il ne fonctionne plus, d'accord ? Il y a un impact sur les clients de l'hôpital, il y a un impact juridique vis-à-vis de la réglementation, et il y a un impact au niveau image de l'hôpital, d'accord ? Corbeil-Essonnes, c'est 700 000 habitants au niveau de l'Île-de-France, au niveau sud Île-de-France, 700 000 habitants, d'accord ? C'est pas le petit hôpital du coin. Les autres impacts aussi, et ça, c'est plutôt la face cachée un petit peu de l'iceberg. Aujourd'hui, on parle souvent dans l'actualité de ce qu'on appelle des attaques de déni de service. C'est-à-dire que c'est quoi ? C'est des postes de travail, des postes informatiques qui attaquent d'autres organisations. D'accord ? Donc les cyberattaquants, pour faire ça, ils ont besoin d'énergie. Donc ils peuvent utiliser, typiquement dans votre entreprise, si vous avez 50 PC, ils peuvent utiliser, suite à cette cyberattaque, ils peuvent utiliser vos PC et c'est vous qui allez être l'attaquant. Donc l'attaquant va se servir de votre énergie informatique pour attaquer autrui. D'accord ? Ça, il faut juste en prendre conscience. C'est-à-dire que si tout le monde se protège, on ne pourra pas attaquer les autres. D'accord ? Est-ce que c'est bien compris, ça ? Les autres impacts, c'est du vol et l'exfiltration. Et comme je le dis souvent, si tu appuies encore un petit coup, ce vol et cette exfiltration, ça se fait de deux façons. Soit les données, elles sont accessibles, d'accord, parce que la porte, elle est ouverte, soit c'est des accès qui sont non autorisés. Ce matin, quand vous êtes parti de chez vous, vous avez fermé la porte à clé. Donc s'il y a quelqu'un qui est rentré chez vous, l'accès était interdit, d'accord, parce que vous avez protégé votre porte. Par contre, si vous laissez la porte ouverte, si quelqu'un rentre chez vous, c'était classé, l'accès était libre. Dans les systèmes d'information, c'est exactement la même chose. D'accord ? L'attaquant, il n'est pas plus malin que vous, il rentre parce qu'il y a une porte qui est ouverte. Donc le centre hospitalier, on en a parlé un petit peu, d'accord ? Donc là, effectivement, il y a bien deux objectifs. Hein. Il y a les données de santé, les données sensibles de santé, d'accord ? Donc des résultats de coloscopie, des résultats de mammographie, qui sont aujourd'hui disponibles dans le monde public. D'accord ? Ça, c'est sérieux, ça. Quand je dis c'est disponible dans le monde public, je ne dis pas que je pourrais vous les faire voir, mais ils sont disponibles et je les ai en ma possession. D'accord ? Pourtant, je ne suis pas un cyberattaquant. Okay ? C'est public. Ensuite, il y a toutes les données administratives des patients de l'hôpital et des partenaires et du personnel de l'hôpital. D'accord ? Ça représente aujourd'hui uniquement 11 gigas de données, mais qui a été divulgué. En fait, on ne sait pas aujourd'hui combien il y a eu de volume de données qui a été exfiltré. D'accord ? Mais comme cette information, elle date effectivement du mois d'août, tous les jours, on en sait un petit peu plus. C'est ça. Le budget, donc on en a un petit peu parlé. D'accord ? Donc le budget, hein, ça peut être 1 million, 10 millions, 100 millions en fonction. Voilà, ce qu'on disait sur Corbeil-Essonnes tout à l'heure, c'est 7 millions. Donc là, ils mettent 7 millions, ils avaient une rançon de 10 millions, ils n'ont pas payé, mais ça va quand même leur coûter 10 millions. Et le temps de non-fonctionnement, hein, on prendra le pari, si on se revoit l'année prochaine au mois de octobre 2023, on prend le pari aujourd'hui qu'en octobre 2023, ils ne seront pas encore sortis de la misère. D'accord ? Parce que si vous regardez à droite, il y a le temps court, le temps moyen et le temps long. Le temps long, c'est pour remettre un système d'information sécurisé. D'accord ? Ça prend entre 9 et 12 mois. Donc août, septembre l'année prochaine, ils auront peut-être un système d'information sécurisé. D'accord ? Donc, dans ces sujets-là, il faut mieux investir pendant que la mer elle est calme que investir quand la mer est défoncée.
D'accord? Le fonctionnement de la cyberattaque, de façon très simple, c'est pas un matin, ça se réveille. D'accord? Un petit peu, c'est ce qu'on appelle effectivement dans notre jargon, ce qu'on appelle la cyber kill chain, un petit peu à l'image des militaires. D'accord? Donc il y a une phase de reconnaissance, d'intrusion, je me propage, j'attends un petit peu, je m'installe, puis après j'attends de me réveiller. L'attaquant, il ne va pas se réveiller le lundi matin à 14 h. D'accord? Généralement, il attend les week-ends, donc le vendredi à 18 h, les week-ends de Pâques, où il y a 3 jours, week-end de Noël, week-end de jour de l'an, etc. D'accord? Souvent, ça peut se passer en fin de semaine, etc., quand les équipes sont un peu fatiguées et moins vigilantes. Les 3 types d'attaques, d'accord? Intrusion via un mail de phishing, voire du spear phishing, d'accord? Intrusion via un portail de service ou via une application web, d'accord? Et intrusion vers des contrôles de poste à distance avec CVPN. La numéro 3, c'est Corbeil-Essonnes. La numéro 1, c'est le département de l'Ardèche, d'accord? Donc c'est par rapport à ça qu'il faut se protéger. Donc les spécificités d'une cyberattaque, hein, vous l'avez bien vu, c'est moins visible en première intention que les autres sinistres, d'accord? Ça fait pas mal, on le sent pas, d'accord? Par contre, effectivement, on le sent parce que, quoi, on le voit parce que son système d'information, il ne fonctionne plus, d'accord? Et généralement, si vous n'avez plus de système d'information, votre activité, elle ne fonctionne plus non plus, d'accord? Donc j'espère que vous êtes conscient que la crise, elle arrive et qu'elle est au bout de votre rue, d'accord? Vous en doutez pas. Là, je vous ai donné des exemples aussi, d'accord, de structures, que ce soit des villes, la ville de Caen, des universités, l'université de Vinci, des entreprises de vêtements, Damar et puis Jules, des entreprises industrielles, des pays, hein, le Monténégro qui s'est fait attaquer il y a pas longtemps. Et puis après, il y a 2 petits exemples où on va s'arrêter 2 secondes. L'île Charmel qui s'est fait attaquer en 2020, d'accord, et qui s'est mis en redressement judiciaire. Ça c'est une mesure de précaution. D'accord, pour protéger son organisation, elle s'est fait cyberattaquer, elle s'est mise en redressement judiciaire. Elle a demandé, alors là, comme je ne vous vois pas, mais je vois bien qu'il est 31 et qu'il nous reste encore 19 minutes. Je vais faire en 5 minutes avant les questions-réponses. Donc l'île Charmel, et puis après, on a une autre organisation qui est dans l'Est de la France, qui a déposé le bilan suite à une cyberattaque. D'accord? Alors, pour être transparent, c'est une société qui n'allait déjà pas bien. Il y a eu la crise du Covid. Malheureusement, la cyberattaque l'a un petit peu achevé. Quand je dis ça, c'est pas pour être méchant, mais c'est la vraie vie. Camailleux aussi, tout à fait. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à une cyberattaque? Qu'est-ce qu'il faut faire, pardon, pour prévenir un petit peu ce sujet? Donc, il faut faire de la prévention. D'accord? Ensuite, une fois qu'on fait de la prévention, on se protège. Puis après, il faut avoir des systèmes pour détecter et réagir. Dans la vie pratique, pas de développement sans le numérique. Pas de numérique sans sécurité numérique. D'accord? Donc ça, on ne va pas résister à notre époque en disant j'arrête de faire du numérique. D'accord? Donc je vais continuer à faire du numérique. D'accord? Donc ça, c'est ce support, je pense que vous aurez l'occasion de pouvoir l'avoir, et vous avez les sources qui montrent effectivement que 80% des jeunes entrepreneurs ou des entrepreneurs confirmés vont vers le numérique. D'accord? Ont des sites web, ont des sites marchands. Donc je vous invite, bien sûr, à continuer à faire du business dans le numérique. Par contre, où je vous invite, c'est nouveau. Vous connaissez tous le code pénal. Vous connaissez toutes et tous le code civil. Maintenant, vous pouvez aller chez Dalloz et acheter le code de la cybersécurité. C'est quoi? C'est les droits et les devoirs d'un chef d'entreprise. D'accord? C'est quoi les règles du jeu? Aujourd'hui, on vit dans un espace numérique où il y a de plus en plus de règles qui dépendent de l'État français et qui dépendent de l'État européen. D'accord? Donc je vous invite effectivement à l'acheter, ça vaut 40 € et en plus vous l'avez en version numérique. Et enfin, ce que je vous invite aussi, c'est qu'aujourd'hui dans la salle, on vit tous, ou en tout cas on a tous envie de vivre plus vieux. D'accord? Pourquoi on va vivre plus vieux? Parce qu'on a, dans notre domaine de santé, on applique de l'hygiène dans notre domaine de santé. Dans l'espace numérique, c'est exactement la même chose. Vous avez 2 guides à savoir. Le guide des TPE, PME, avec 12 mesures d'hygiène, qui sont résumées là. D'accord? C'est quoi ces 12 mesures? Connaître et maîtriser son informatique. Faire des sauvegardes. Appliquer des mises à jour. Utiliser un antivirus. Implémenter des mots de passe. Il y en a 12 comme ça. 12, c'est pas beaucoup. Il y a 7 jours de la semaine, et là, il y en a 12 à savoir.
Vous les appliquez, déjà vous allez mieux vivre. Votre système d'information va mieux vivre. Ça, c'est pour les TPE-PME. Si vous êtes plus gros, ce que je vous souhaite, bien sûr, vous allez appliquer les 42 mesures d'hygiène de l'ANSSI. Ces 42 mesures d'hygiène de l'ANSSI, dans 90% des cas, dans 90% des entreprises qui les ont appliquées, résistent à des cyberattaques. Donc commencez par les 12 si vous êtes une petite structure, basculez dans les 42. D'accord ? Donc ces guides-là sont publics. Et si vous avez un doute, si tout ça, vous êtes perdu, vous appelez un expert qui va vous apporter du conseil, qui va vous faire de l'accompagnement, et qui va vous permettre de vous y retrouver dans tout ça pour prévenir le risque, c'est-à-dire faire de la sensibilisation des utilisateurs, faire des sauvegardes, avoir éventuellement de la cyberassurance, il y a un représentant dans la salle, se préparer à une crise, d'accord ? Avoir des services pour se protéger et des services pour détecter et réagir si vous avez un incident de sécurité. Et après, à droite, on n'a pas le temps, mais l'idée c'est toujours de faire un petit peu d'histoire, c'est de se rappeler aussi ce que disaient les grands hommes avant Jésus-Christ ou après Jésus-Christ, pour dire que on ne réinvente rien aujourd'hui, il faut réappliquer les choses qui ont existé il y a quelques années. Donc il est 36, il nous reste un petit quart d'heure. Les citations, allez, on va revenir derrière. Tiens, reviens juste derrière pour les citations. Non mais les citations, voilà, on peut les prendre une par une, mais elles sont vraiment intéressantes à... Alors l'idée, c'est pas de faire de la philosophie cet après-midi, hein, mais voilà. Arrêtez-vous un instant, lisez-les, repartez avec. C'est offert par la région. Et vous allez voir que ça va vous faire ouvrir des yeux. En tout cas, j'espère que, ce que j'ai constaté, c'est qu'il n'y a personne qui a fait la sieste. Donc au moins, c'est le premier objectif est peut-être atteint. Après, si vous avez des questions, n'hésitez pas à partager. Merci. Merci Eric. On va effectivement céder la place aux questions. On a peu de temps, il nous reste 9 minutes. Donc profitez-en. Allez-y. Voilà, le micro circule. Merci. Ouvrir. Vraiment très très intéressant. Vous avez parlé des assurances de cyberassurance. Comment on les cherche? Il faut avoir un expert pour se faire conseiller ou on peut le faire d'entrée? Alors aujourd'hui, il y a dans cette notion d'assurance, il y a ce qu'on appelle comme dans la vie de tous les jours en fait, hein, il y a des courtiers en assurance, d'accord, qui derrière vont faire quoi? Vont vous faire remplir, on va dire, un diagnostic, d'accord, en mode consultatif, d'accord. Donc généralement c'est une vingtaine de questions pour savoir effectivement si vous avez eu une cyberattaque il y a 2 ans, si vous faites des sauvegardes, si vous avez un antivirus, etc. Donc il y a une vingtaine de questions. Et après ça, ils vous font un devis, d'accord. Et pour des organisations qui sont petites, on va dire, par rapport, on va dire, à votre budget d'investissement ou de fonctionnement. Voilà, donc vous allez avoir effectivement une assurance mensuelle, comme aujourd'hui vous avez une assurance pour votre appartement ou votre voilà. Donc c'est très intéressant aujourd'hui, d'accord, d'aller dans cette dynamique parce que ça permet effectivement de se dire, le jour où vous avez un problème, l'assurance peut couvrir effectivement un certain nombre de choses. Alors je pourrais vous conseiller par la suite, si vous voulez, pour trouver effectivement des... Voilà. Allez-y, hein, profitez-en. Donc déjà, merci pour la présentation, c'était très intéressant. Et donc sans parler du guide de l'ANSSI ou des différents documents PDF qu'on peut trouver pour sécuriser une infrastructure, est-ce qu'il y a des plans de financement ou quelque chose pour sécuriser son infrastructure si le but de notre organisation, par exemple, c'est de vendre du service, qu'il soit IaaS, SaaS ou quelque chose, et qu'on a besoin de sécuriser sans avoir forcément les moyens d'acheter des firewalls. Alors, des plans de financement, oui. Aujourd'hui, je le disais rapidement en introduction, je travaille dans une organisation qui dépend du département des Yvelines, par exemple, et des Hauts-de-Seine. C'est clair qu'aujourd'hui, le département et la région, je pense, serait aussi dans la même dynamique, mais c'est des choses qu'il faudrait qu'on travaille, pourraient effectivement vous subventionner, d'accord ? Alors, subventionner une partie. L'idée, c'est toujours la même chose, hein. La sécurité, c'est souvent ce que je dis, c'est un voyage.
D'accord ? Donc la région ou le département dans lequel vous avez votre structure pourrait vous subventionner à hauteur de, je dis peut-être n'importe quoi, mais peut-être à 10 ou 20%, d'accord, des choses à faire. Donc vous amorcez cette pompe, amorcez ce voyage en 2022. En 2023, vous donnez aussi un petit peu. Mais vous, à un moment donné, il faut aussi que vous preniez conscience pour dire qu'il y a de l'organisation, il y a des choses à faire de votre côté aussi. Ce n'est pas la région ou le département qui va tout faire. Mais voilà, en résumé, elle peut amorcer la pompe. Parce qu'aujourd'hui, les cyberattaquants, c'est aujourd'hui des rançons logiciels, du phishing. Dans 6 mois, dans 1 an, ça sera peut-être autre chose. D'accord ? Donc il faut vivre avec ça et il faut faire grandir votre maturité. Donc aussi faire grandir votre budget. On entend souvent, oui, c'est cher, c'est cher. Non, c'est pas cher. Il faut commencer petit, d'accord ? Comme quand vous avez 10 ans, vous avez passé de 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, etc. Vous avez grandi, vous avez mûri. Votre cybersécurité, ça doit faire le même programme. D'accord ? L'âge de raison à 7 ans, et puis jusqu'à 77 ans. Quoi. Les aides publiques sont nombreuses en France et en Ile-de-France en particulier. Je ne vais pas parler de BPI, il y a des aides également et des subventions qui sont évidemment allouées et accordées par la région, plus générales, mais qui peuvent permettre de couvrir ce type de frais. Il ne faut pas négliger. Et je sais que, par ailleurs, nous, on alloue, évidemment, on a un certain nombre de dispositifs et d'aides et de financement auprès des entreprises, quelle que soit la taille d'ailleurs, TPE, PME en particulier. Et ça fait partie des conditions, en tous les cas des critères qu'on va regarder dans un proche avenir pour quelque part aussi inciter les entrepreneurs à s'équiper, à se protéger, pour pouvoir, alors dès lors qu'ils auront pris évidemment ces dispositions, pour pouvoir obtenir cette aide. Ça sera une des conditions en tous les cas. Après, il n'est pas dit que la région, je ne vais pas en parler, c'est un peu tôt, n'aide pas les entreprises, les entrepreneurs dans leur, quelque part, dans leur équipement ou dans leur investissement, effectivement, pour se protéger. Dans un proche avenir, en tous les cas. D'accord, je vous remercie. J'avais une deuxième question, très rapide. Ouais, 5 minutes, là. Si aujourd'hui, on dispose d'un plan de reprise d'activité ou d'un plan de continuité d'activité pour notre infrastructure, est-ce que vous conseillez, dans le cas d'un ransomware, de déployer directement le plan de reprise d'activité ou d'attendre un peu que ça se calme avant de déployer quelque chose, histoire de ne pas remonter une architecture quasiment identique et de la se refaire pirater derrière ? Alors effectivement, il faut vraiment que votre plan de reprise soit pas connecté, et c'est antinomique quand je dis ça, hein, parce qu'un plan de reprise, automatiquement, il est connecté, d'accord ? Ce qu'il faut, c'est effectivement, avant d'enclencher quoi que ce soit, c'est de regarder un petit peu par où est rentré l'attaquant, qu'est-ce qu'il a laissé chez vous, parce que généralement, il laisse des choses, hein, il part pas les mains vides, mais en tout cas, il laisse des choses. Donc voilà, il faut déjà inspecter un petit peu la situation avant d'appuyer sur n'importe quel bouton. La règle, hein, c'est quand vous avez ce type d'attaque, c'est pas d'éteindre le PC, c'est pas d'éteindre le portable, c'est de le débrancher du réseau, d'accord, mais de le laisser de façon électrique allumé pour envoyer, on va dire, un médecin, d'accord, un médecin de la cyber qui vient investiguer, qui vient comprendre un petit peu ce qui s'est passé. Et il faut surtout rien activer, entre guillemets. Mais il faut déconnecter, entre guillemets, l'accès à Internet, quoi. Oui, rapidement, on y va, on enchaîne. Merci. Juste une question. On attend souvent les conseils de mettre plutôt les données chez soi, enfin l'entreprise, et des conseils toujours de mettre dans le cloud, alors que je pense que le cloud est beaucoup plus sécurisé, il y a beaucoup plus de surveillance que des data centers des entreprises, quoi. Alors qu'on n'a pas beaucoup d'informaticiens. Donc, qu'est-ce que vous conseillez plus? Si on n'a pas d'informaticiens, on va dans le cloud. Alors, les données, je parle bien de données, oui, le stockage alors, de données. Effectivement, c'est plus sécurisé de mettre dans le nuage les données, d'accord, parce que vous allez confier vos données à des spécialistes du sujet. Donc oui, préférez mettre ça. Après, il ne faut pas signer des contrats en blanc, d'accord, il faut les lire, d'accord, il faut les lire, en tout cas demander à quelqu'un de vous expliquer ce que vous signez, d'accord. Il ne faut pas signer n'importe quoi, parce qu'effectivement, dans les fournisseurs de cloud, il y a tout et rien. Donc voilà. Mais il faut mieux le mettre dans le cloud que le mettre chez soi, ça c'est sûr. Dernière question, au fond. Monsieur de l'assurance. En privilégiant éventuellement les acteurs français et souverains, si vous avez l'occasion, on est là aussi pour quelque part inciter
les entreprises à se protéger et à solliciter des acteurs français, voilà, avec des solutions souveraines. Excusez-moi, oui, c'est pas tellement une question, c'est juste pour avoir votre avis sur. Vous ne pensez pas qu'on s'est nous-mêmes créé, je dirais, c'est scier nous-mêmes notre propre branche, dans la mesure où aujourd'hui, comme effectivement vous avez dit que j'étais dans les assurances, vous ne pouvez pas faire la moindre opération sans demander un ensemble d'informations sur le client. Je vois par exemple, vous faites une opération d'épargne, une opération d'assurance vie, vous devez avoir une connaissance du client parfaite, notamment par exemple en prévoyant sur sa santé. Et donc, en fait, vous avez une connaissance du client, une réglementation qui est de plus en plus importante, et je pense que tous les gens ici verront. Donc, en fait, on fait circuler de plus en plus cette information, et donc on alimente de plus en plus les cybersécurités. Donc, en fait, on a peut-être créé nous-mêmes, on s'est nous-mêmes mis un peu dans la brèche en disant, effectivement, cette contrainte qu'on a vis-à-vis du client, et je vous dis, c'est devenu colossal, quoi. Donc, on fait donc justement, fait circuler cette information par Internet. Et je vous dis, pas mal de gens aujourd'hui qui ont été attaqués reviennent à l'envoi de la pièce d'identité justement par la poste. Parce que donc, vous ne pensez pas qu'on s'est créé nous-mêmes Non, mais vous avez raison, mais je pense qu'aujourd'hui, si je reprends un petit peu ce qui s'est passé en 1789, je ne veux pas appeler à la révolution, mais il faut que le citoyen, tout doucement, reprenne la maîtrise de ses données. D'accord ? Il faut qu'on prenne reprendre cette maîtrise. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les confier, mais il faut qu'effectivement reprendre un petit peu la maîtrise de qu'est-ce qu'on se donne, d'accord ? Et effectivement, cette notion de confiance, on va confier nos données à des organisations de confiance. Quand vous le donnez à une banque, normalement, vous avez confiance. Quand vous le donnez à la sécurité sociale, vous avez confiance, etc., etc. Donc, attention à qui on donne, à qui on confie notre patrimoine, qui vaut de l'argent. Hein, voilà, donc il faut juste en être conscient et reprendre un petit peu. Donc, réveillez-vous, on va dire, hein, que les citoyens se réveillent vis-à-vis de leur collectivité, vis-à-vis de leur département, vis-à-vis de leur région, vis-à-vis de leur entreprise, voilà, pour à un moment donné pas effectivement tomber dans ce qu'on voit aujourd'hui, quoi. Donc voilà, il faut se réveiller. Voilà, c'était tout l'objet et l'enjeu en fait de cet échange cet après-midi. C'était aussi de faire un petit peu circuler en tous les cas, sensibiliser les publics, tous les publics, et vous inciter effectivement à prendre les bonnes dispositions pour vous protéger et reprendre d'une certaine manière le contrôle sur vos applicatifs, vos machines et vos systèmes. Voilà, pour développer votre activité, évidemment. C'est tout l'intérêt. Merci à vous. Merci. Bonne fin d'après-midi. Voilà, merci. Merci Eric.